on s'est rendu compte rapidement que, en parlant des aides, des financements, des sources de financement possibles, que c'était pas forcément là où se situait le problème. Le problème, c'était plutôt en fait d'arriver à avoir un dossier assez complet pour pouvoir poser une demande de financement. Donc, il faudrait agir bien en amont en fait, afin d'avoir un guichet unique, mais qui comprend l'ensemble des acteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des guichets uniques existants, afin d'avoir pas un seul représentant, notamment de l'État, autour de la table, mais vraiment l'ensemble des représentants des services concernés, et également, éventuellement, les représentants, le porteur de projet qui peut être accompagné à la fois de son banquier, de son comptable, afin de pouvoir prendre en compte ces aspects-là. Et vraiment réunir dans un premier temps tous ces acteurs-là. Et en parallèle, du coup, à ce guichet unique, il faudrait effectivement que le porteur de projet puisse avoir une vision très claire en fait, des processus à suivre, une sorte de guide de procédure à mettre en œuvre pour arriver à faire aboutir son projet. Donc on est finalement un peu en amont du financement, mais ça semblait être vraiment la clé d'entrée. Parce que même si on est sur des projets, on a vu qui peuvent aller vraiment, selon le type de culture, de 80 000 euros, d'un investissement de 80 000 euros à 1,5 million. Ce sont donc des sommes importantes. Mais au final, c'est même pas là où ça bloque le plus souvent, parce que avant d'arriver à cette question de financement, on va d'abord avoir toutes les questions administratives. Tout ce qui concerne les permis, les attributions nécessaires pour pouvoir arriver à avoir le droit en fait de faire son activité. Donc nous on propose de créer, d'élargir les guichets uniques existants afin d'avoir tous les acteurs autour de la table et d'avoir un guide de procédure, mais non pas sous forme de format papier, puisque ce type de document est devient très vite obsolète. Donc il s'agit plutôt d'avoir une plateforme du coup en ligne qui est mise à jour régulièrement et qui guide le porteur de projet vers les différentes instances qui du coup en même temps sont réunies dans ce guichet unique et je ne sais pas si c'est clair, mais l'idée c'est vraiment ça en fait, d'agir en amont pour permettre le financement ensuite. Est-ce qu'il y aurait besoin aussi d'une personne qui validerait le projet ou des étapes à cocher pour être sûr que ça avance? L'idée en fait d'avoir ce guichet unique élargi, c'est effectivement d'avoir l'ensemble des décisionnaires autour de la table afin que le porteur de projet ne soit pas à chaque fois qu'il a coché une case, ensuite il pense que c'est bon et au final il se retrouve bloqué par le service suivant à qui il est confronté. Donc l'idée, ça serait vraiment d'optimiser et diminuer ce temps qui est aujourd'hui très important entre la volonté de créer une entreprise et puis le fait de réellement pouvoir le faire. En étant sûr d'avoir bien validé toutes les étapes et de rien avoir oublié, quoi. En plus, oui, mais c'est ça en fait. Il faut arriver à aider le porteur de projet à ne pas oublier d'étapes, les faire dans le bon ordre et le guider en fait, l'aider dans cette démarche et en même temps, bien sûr, avoir tous les éléments financiers, administratifs liés à ces étapes. D'accord, merci beaucoup. Vous travaillez aussi sur le même sujet, le financement de la reprise d'entreprise. Est-ce que vous avez dégagé la même solution, d'autres solutions aussi? Alors, on a essayé. Alors, on n'a pas été pessimiste, mais on a été pragmatique. Essayez de parler bien près du micro, oui, s'il vous plaît. C'est bon comme ça. Donc, on n'a pas été pessimiste, mais on a été assez pragmatique. Donc, on a bien identifié également l'accompagnement et l'expertise du projet, notamment au moment crucial de se présenter ou de présenter le projet aux financeurs, avec un S. Donc, ça faisait partie effectivement des solutions. Pour ce qui est du financement, on avait identifié les différentes possibilités de financement, fonds propres, prêts et fonds d'investissement. Donc
la pluralité des possibilités de financement est plutôt une bonne chose, et puis notamment le développement des fonds d'investissement ces derniers temps peut permettre d'aboutir sur pas mal de projets, donc ça c'est extrêmement important. Bon, on s'est dit peut-être que des financements participatifs, des crowdfunding appliqués au secteur maritime, pourquoi pas, même si pour l'instant ça s'est pas fait, mais bon, là on a peut-être un peu déconné, mais c'est pourquoi non, pas. Avec des visions assez innovantes de l'entreprise ou avec un caractère environnemental ou social important dès le début du projet. Sur des projets innovants. Voilà, j'imagine que le crowdfunding pourrait être mis en place. Alors, par contre, de manière cette fois réelle et par rapport à un historique récent, on a également des acteurs de la filière, donc notamment de la filière aval, qui maintenant, pour maintenir des unités dans les ports, investissent quelquefois assez largement dans des reprises de navires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Autre point qu'on a identifié, donc malheureusement, pour ce qui est des aides publiques, elles sont très limitées, voire impossibles sur certaines choses. Alors il en existe, mais c'est vrai qu'elles sont très contraintes par l'Europe. Alors, plus par idéologie sur la pêche, parce que dès le règlement communautaire, en fait, les portes sont fermées. C'est un peu plus souple, voire beaucoup plus souple sur la filière conchilicole, mais encore faut-il effectivement que les mécanismes d'application du FEAMP permettent aux entreprises, et notamment les plus petites, d'accéder au FEAMP. Or, sur le FEAMP actuel, c'est un des problèmes qui a été quand même rencontré avec des effets de seuil ou des lourdeurs administratives qui ne sont pas le fait des régions. Parce que là, pour le coup, c'était des mesures régions, mais c'est la mécanique FEAMP qui a fait que c'était extrêmement compliqué. Donc, on peut espérer un FEAMP 2 plus pragmatique, plus simple. Pour la filière pêche, on va pas faire de plan sur la comète, mais au moins le maintien de l'aide à la première installation. Ça serait une bonne chose, puisque le FEAMP 2 est en cours de discussion. Et puis, autre point qu'on a identifié, qui nous semble extrêmement important, c'est à la fois pour les cultures marines, c'est un phénomène qu'a évoqué Alain Driano là, avec l'acquisition du foncier, non plus pour faire des exploitations conchilicoles, mais de l'habitation. Et puis pour ce qui est de la pêche, la valorisation quelquefois artificielle des navires du fait de ce qu'on a appelé ce matin les antériorités, pour faire simple. Donc il existe aujourd'hui quelques outils, notamment au moment de la vente des navires de pêche, une préemption d'un certain pourcentage des quotas, 20%. Donc, lorsqu'il y a OP, c'est 13% dans l'OP et 7% dans une réserve nationale. Donc, peut-être optimiser davantage cette possibilité pour aider à des personnes à reprendre des entreprises ou à s'installer, ça serait peut-être une bonne chose. Le même raisonnement pour des stocks dont les quotas pourraient augmenter. Peut-être effectivement en diriger une partie sur des personnes qui s'installent ou qui reprennent des entreprises. Mais là, on est sur des mécaniques qui ne sont pas financières, mais qui pourraient énormément contribuer à diminuer le prix de reprise des entreprises. Et de la même manière qu'on a évoqué le système de SAFER là, pour les entreprises conchilicoles. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour ça. Est-ce que vous voulez poser des questions ou avez-vous des idées à partager concernant ce sujet, sachant qu'on va en débattre juste après du financement de la reprise, dans l'atelier qui vient après, enfin, la table ronde qui vient après. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur l'accompagnement des cédants et repreneurs de projets lors des tables rondes? Si oui, vous êtes invités à venir. Et est-ce qu'il y avait un deuxième groupe sur la gestion de la pression sur l'espace marin? Où vous étiez toute seule. D'accord. Eh ben, on va présenter votre... Voilà, vous avez donc travaillé sur le thème « Gérer la pression sur l'espace marin pour maintenir les activités primaires ». Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la solution principale envisagée, puis voilà. Alors, nous avons identifié 5 niveaux de solutions. Je vais toutes les aborder, mais je ne vais pas m'étendre.
Donc le premier élément qu'on a identifié, c'est Parlez bien près du micro, je suis désolée. Mais... d'inventorier Merci. les outils réglementaires et de planification et les hiérarchiser. Donc on a listé plan de gestion des parcs marins, documents stratégiques de façade, les SCOT, les PLU, schéma de développement de l'aquaculture, les outils de gestion de l'eau également, dans l'idée de pouvoir aboutir à une harmonisation de ces différents documents et de se donner les moyens de les faire respecter également. Deuxième élément de solution, mettre en place un réseau de diffusion de l'information. Donc là, on se situe un peu dans l'idée des répertoires installations, mais avec une entrée spatialisation de l'information. L'idée étant d'avoir également de la donnée sur les espaces disponibles, et puis d'avoir vraiment une base de données en ligne, dans l'idée également de pouvoir s'adresser à une nouvelle population d'entrants dans les métiers, qui n'ont pas forcément la connaissance sur l'organisation, y compris territoriale, des choses. Troisième élément, mieux anticiper la transmission pour être plus réactif sur la pression, justement, donc à la fois sur un volet d'accompagnement des cédants, mais également d'accompagnement du potentiel de repreneurs. Quatrième item, faire de la pédagogie sur la place des métiers, sur leurs contraintes et sur leur rôle. Donc là, auprès des décideurs et des gestionnaires de la planification, et auprès du grand public, notamment les habitants du littoral, sur un volet culturel et patrimonial. Et puis, important, donner la parole aux professionnels, avec notamment un rôle de témoin auprès des jeunes en formation. Et le dernier élément de solution, poursuivre et renforcer l'amélioration continue des pratiques professionnelles. On parle de pression sur l'espace maritime, donc il paraissait important de pouvoir aussi être proactif sur ce volet-là. Donc il y a vraiment une idée d'élargir l'information, enfin aussi de rendre l'information accessible à un plus grand nombre, à un nouveau public presque, et aussi donner cette parole, voilà, aux professionnels et améliorer donc leur information à eux aussi. Donc, Après, le volet planification sur la question pression, elle est quand même assez centrale et elle vient chapeauter l'ensemble. Oui. D'accord, merci beaucoup pour ces restitutions. Il y a des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Non, si vous avez vraiment envie de partager, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, maintenant, l'accompagnement des cédants et repreneurs dans leurs projets. Est-ce que vous pouvez nous donner vos conclusions ? Oui. Alors donc, en fait, on a fusionné les deux groupes. D'accord. Voilà. Parlez bien près du micro. Pardon, oui. Voilà, merci. Donc voilà, comme l'exercice c'était identifier 3 solutions, donc on a identifié 3 solutions. Super. Il n'y a pas d'ordre de priorité ou d'importance. Ce qui est d'abord ressorti, c'est un besoin, notamment auprès des jeunes dans les lycées, c'est un besoin d'avoir des modules de formation, d'information sur le contexte chef d'entreprise notamment. Donc ça peut être notamment tout ce qui est un module gestion des entreprises. Visiblement, il n'y en a pas ou c'est pas suffisamment développé. Des modules aussi liés au management des équipages. Voilà. Oui, alors effectivement, il y a la question, enfin il y a ce thème, il y a de très bons techniciens, mais il faut aussi que ces techniciens deviennent de très bons chefs d'entreprise en fait. Donc c'est vraiment cette question de formation à devenir chef d'entreprise qui est très importante. Ce qu'on a appelé sous le terme de guichet unique, c'est peut-être pas le bon terme, mais finalement, c'est 2 démarches à l'intérieur de cette appellation-là. C'est un guide à l'installation. Voilà. Alors je sais que ça a pu se faire déjà dans certaines régions, d'autres sont en cours de réalisation. Voilà, un guide d'installation qui serait plutôt avec une base au niveau national, parce qu'il y a un certain nombre de réglementations qui sont nationales de toute façon. Donc au lieu que chacun sur son territoire développe des outils, passe du temps, dépense de l'argent là-dessus, ça serait mutualisé pour créer un guide à l'échelle nationale, mais on peut imaginer déjà peut-être à l'échelle de la façade atlantique, de la LIA, pourquoi pas. Et avec du coup éventuellement un abondement d'informations plutôt sur les spécificités locales, si spécificités il y a, voilà, dans ce guide. Après, le problème de ce guide se pose son problème de la mise à jour. Voilà, donc on en parlait juste avant, effectivement, oui. Puisqu'il y a, encore une fois, il y a des outils qui ont été mis en place ou des guides qui ont été développés, mais qui, faute de mise à jour,
deviennent... On peut imaginer quelque chose en ligne, hein, qui est quand même beaucoup plus facile à il faut- mettre à jour qu'un document Mais papier. du coup, se pose la question Mais qui fait, oui. Voilà. C'est ça aussi qui est ressorti dans nos discussions, c'est qui fait finalement. Parce qu'il y a beaucoup de travail en partenariat. Voilà, il y a besoin de travail en partenariat, mais du coup, qui est le pilote? Bon, visiblement, les régions sont quand même assez moteurs là-dedans, dans ce travail. Mais peut-être pas assez, ou peut-être qu'il faudrait... je sais pas. Je travaille à la région Bretagne, donc je peux... Ah oui, d'accord. On ne peut pas faire quelque chose tout seul, on ne peut pas décréter de faire quelque chose tout seul. Encore une fois, c'est un travail en partenariat, donc nous, on pourrait y contribuer de diverses manières, en termes d'animation, en termes de financement éventuellement, mais ça ne peut pas être les régions toutes seules, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Il faut vraiment que ce soit, à mon sens... C'est presque à une échelle encore plus haute, non? Ou... je dirais que moi, c'est déjà tous les intervenants sur le terrain. Il faut déjà qu'il y ait un travail en partenariat ensemble pour mettre en place une démarche commune. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai que les structures nationales ont aussi leur rôle à jouer. Tout à l'heure, quand j'évoquais qu'il y avait, par exemple, sur l'aspect réglementaire, mais pas uniquement là-dessus, on est bien dans quelque chose de national. Bon, c'est sûr que les structures nationales ont un rôle à jouer. Les services de l'État également, je pense notamment à tout ce qui est réglementation. Oui. Voilà. Et c'est sûr que, il y a de moins en moins de présence des services de l'État sur le territoire, mais les affaires maritimes, le quartier des affaires maritimes, ensuite les DML, avaient joué un peu ce rôle de guichet unique, finalement, initialement. D'accord. Bon. Voilà. Piste de réflexion. Outre le guide, sur cet aspect guichet unique, outre le guide, il y a aussi du coup l'idée d'avoir un animateur référent sur le territoire qui permette de mettre en relation à la fois le cédant et le nouvel acquéreur avec les différentes structures qui vont lui passer les bonnes informations en termes de gestion des quotas, en termes de réglementation, des droits de pêche, tout, puisque sur la thématique de l'installation, du coup, il y a de nombreux enjeux et de nombreux sujets. Il faut donc avoir des informations sur tout un tas de sujets différents. Donc, voilà, l'idée serait d'avoir un interlocuteur qui sache orienter la personne vers les bonnes structures pour avoir les bonnes informations. D'accord. Après, du coup, se pose le problème, encore une fois, de la pérennité de la démarche, de son financement et du coup de la... Parlez bien fort, s'il vous plaît. Qui, en fait, voilà, aussi, la légitimité de la personne ou de la structure qui va jouer ce rôle-là. D'accord. Autre proposition qui était un peu des choses qui existent ou qui sont en cours de construction, d'élaboration, donc notamment en conchiliculture ou méthyliculture. C'est en cours de création, si j'ai bien compris, mais un peu un outil d'analyse économique qui permettent à la fois donc, de définir la faisabilité technique et économique des projets. On voit finalement, des fois, il y a certains projets qui, dès le départ, ne tiennent pas forcément la route. Donc ça peut poser problème. Donc cet outil-là serait à la fois pour avoir du diagnostic et aussi du prospectif, voilà, en faisant jouer différents paramètres en matière de prospective. Est-ce que c'est pas une question, qui est déjà abordée par les CRC, et deux, qui est la pérennité d'une entreprise, je dirais, ça dépend aussi un peu du repreneur. Aussi, bien sûr, mais c'est peut-être caricatural, hein, mais ça a été un peu évoqué ce matin. Finalement, le jeune, si je reprends à la pêche, il va avoir un bateau qui va lui plaire, et finalement, il ne s'est pas forcément posé toutes les bonnes questions au préalable. Et après quelques temps, il se rend compte que ce bateau-là, il n'est pas forcément adapté à sa pratique. Ça, malheureusement, on en rencontre quand même. Oui, j'imagine. Bon, après, il y a... Oui. D'accord. Comment ? Oui, je peux peut-être rajouter un peu, du coup, parce que, en fait, j'avais choisi mais c'était très bien, en fait. Une seule solution parmi les X solutions proposées, mais effectivement, par rapport au financement, un des freins ou un des problèmes de départ qu'on a évoqué dans notre groupe, c'est effectivement quand on se retrouve avec des projets à définir au départ, qu'il faut vraiment arriver à définir les projets dans leur globalité et avoir surtout une cohérence entre, comme ça a été dit ce matin d'ailleurs, les projets de vie et les projets professionnels. Et qu'il fallait vraiment partir du projet de vie pour ensuite définir l'ampleur du projet professionnel pour ne pas se retrouver avec un projet qui n'était pas viable.
Donc voilà, et puis s'en suivait ensuite le fait qu'il pour cela il fallait forcément un financement aussi qui permet d'accompagner le professionnel, pas seulement pour l'installation, mais en fait durant les premières années d'activité, surtout dans ces métiers où il y a quand même pas mal de risques, s'il y a des mauvaises années, des années creuses avec des mortalités importantes, etc. Donc ça c'est quelque chose qui a été mis en évidence et qui semblait important d'avoir donc vraiment la vision globale du projet, du bon projet qui correspond au bon porteur de projet et avec un financement sur une plus longue durée. D'accord, un peu de formation continue, d'une certaine façon, enfin, en début de carrière. Disons que l'accompagnement, ça ne se fait pas que pour l'installation. Il faut vraiment que cet accompagnement, en tout cas, se fait sur les premières années et que le financement soit bien calculé, non seulement pour l'installation, l'achat du matériel, etc., mais qui permet d'avoir un fonctionnement au moins sur les 3 premières années. Donc, oui, d'accord. Monsieur Gattel. Oui. Alors, sur les possibilités de pêche, en fait, ce qui est ressorti des échanges du groupe, c'est que la façon dont on gère les possibilités de pêche dépend aussi de la vision qu'on a sur le territoire, ou en tout cas de ce qu'on veut faire du territoire en termes de filière pêche. Et donc, en fonction de ça, on va finalement soit gérer les possibilités de pêche sous un format plus gestion marché, ou vraiment avoir une gestion territoriale des possibilités. Et donc, pour savoir vers où on veut aller, la première des choses à faire, c'est d'organiser un échange avec les structures professionnelles et les organismes publics pour savoir où on veut aller, quelle est la vision que l'on a du territoire, pour justement savoir comment on va les gérer, et donc savoir, après, une fois qu'on a défini cette vision commune, se baser sur les structures professionnelles pour justement appliquer cette vision sur le territoire, donc les structures professionnelles, que ce soit les comités des pêches ou les OP. Et en fonction de ça, on va développer des outils aussi qui vont aller, qui vont être aussi en lien avec cette vision, ou en tout cas avec cette gestion qu'on veut appliquer sur les territoires. Et l'autre point qui est ressorti, c'est aussi la question de la visibilité sur le long terme. Et donc pour cela, il faut aussi qu'il y ait un échange assez fort entre structures professionnelles et organismes publics, collectivités territoriales, pour aller défendre justement la nécessité d'avoir une vision à long terme au niveau des structures européennes, que ce soit Parlement ou que ce soit la Commission européenne. Voilà. D'accord. Avez-vous des questions ? Bon, merci beaucoup. Qui a travaillé sur favoriser l'attractivité du métier ? Madame Bourreau de Battisti et Madame Brivoal. Alors. Avec le micro. Alors, Alors, comment favoriser l'attractivité du métier ? Voilà. Donc nous, on avait une équipe. Parlez bien. On avait une équipe de sympathiques étudiants en BTS de première année, qui du coup, qui nous ont d'abord dit ce qui les avait attirés, parce que d'une certaine manière, on avait déjà, pas vraiment des convaincus, mais en tout cas des étudiants, ils avaient déjà fait la démarche, ils étaient déjà dans la filière maritime, que ce soit à la pêche, à l'ostréiculture ou au commerce. Et là, ce qui les intéressait, c'était ce qui les avait attirés dans ces métiers-là, c'était un côté passion, clairement exprimé, la volonté de naviguer, tu me corriges si je me trompe, des salaires qui étaient attractifs, et aussi une perspective de pas de chômage après un diplôme. C'était vraiment des perspectives d'embauche faciles et rapides. Concernant les freins à l'attractivité du métier, ont été identifiés classiquement les problèmes qu'on entend et auxquels on peut peut-être penser d'éloignement de la famille et de pénibilité des métiers, l'aspect physique.
mais aussi ont été évoqués le manque de pragmatisme au cours de la formation, et notamment des stages, avec une volonté de faire plus de terrain et du coup un manque d'expérience. Et on a parlé aussi des freins réglementaires, justement, à ce que ces stages soient plus terrain, soient plus pratiques, soient plus en conditions réelles. Et puis, dans les freins ont été également évoqués la question des mentalités, qui faisait que ces métiers n'étaient pas a priori attractifs, avec, je cite, des mentalités de bourrin. Je n'ai pas réussi à mieux exprimer ça qu'en reprenant les mots. Et que ça ne donne pas forcément envie d'aller à la pêche, à l'ostréiculture ou au commerce. Et puis, un peu lié à ça aussi, les questions de drogue et d'alcoolisme en mer, qui font que les parents en mer, oui, on a forcément le droit, qui font que les parents n'envoient pas ou ne poussent pas forcément leurs enfants à aller vers ces filières-là, et peut aussi rebuter des personnalités plus sensibles, des femmes, voilà. Alors là, effectivement, est-ce que vous avez abordé la question de la présence féminine dans ces métiers qui paraissent moyennement attractifs pour les jeunes filles et les femmes? On en a parlé un tout petit peu parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. Mais voilà. Allez, en tant que femme, vous en avez parlé, notamment quand on a réfléchi aux solutions qui pouvaient répondre à ces freins-là, et notamment à la question des mentalités. Eh bien, il y a eu un peu un sujet sur, il n'y a pas grand-chose à faire pour faire évoluer les mentalités, en tout cas sur ces générations-ci. Et peut-être que c'est aussi un sujet de génération et que ça passe et ça va en s'améliorant, et que les générations jeunes d'aujourd'hui, futures, n'ont pas, sont peut-être moins bourrins, ont peut-être plus d'ouverture d'esprit, enfin voilà, et que la présence de femmes peut faire évoluer ça. Voilà. Est-ce que ce sont des métiers qui s'ouvrent de plus en plus aux femmes? Oui, enfin, ou qui s'ouvrent, enfin, dans lesquels on a de plus en plus de femmes en tout cas. Oui. Bon, là c'est très bien. Fanny Brivoal, vous avez travaillé sur. Adeline, vous aviez fini? Et juste un truc sur ils ont travaillé. La communication des lycées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur les lycées. Moi, j'habite en Normandie et j'étais au courant qu'il y avait un seul lycée alors qu'il y en avait deux et qu'il était à même pas 50 km de mon habitation. Donc il y a un manque de communication sur les lycées maritimes. D'accord. Et faire plus connaître les lycées dans les collèges pour les personnes en orientation en bac pro ou autre filière. D'accord. Non mais tu nous as fait un roman. Vous nous avez fait un roman en fait. Mais je veux juste, comme il y en a un certain nombre qui ont dû partir, je voudrais juste bien retranscrire ce que vous avez proposé. Et dans les propositions, il y avait le fait que les lycées devaient avoir plus leur mot à dire sur, notamment auprès de l'administration, sur les conditions de stage, sur les possibilités de faire plus de terrain, voilà. Ils voulaient que les lycées aient plus leur mot à dire et que les lycéens puissent, du coup, à ces occasions-là, plus s'exprimer et dire ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Et ils demandaient aussi, notamment à l'administration, mais probablement pas que puisse avoir plus de présentation dans les lycées sur le contexte, les actualités, les évolutions du métier, les futures lois, voilà. D'accord, merci beaucoup. On va laisser parler Fanny Brivoal. Même thème. Oui, tout à fait. Donc, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, donc, on a identifié plusieurs enjeux autour de ces questions d'attractivité, le maintien, le développement des activités maritimes, le renouvellement des générations, mais aussi également, pour rebondir un peu sur vos propos, un besoin des filières maritimes de répondre aux attentes de la société actuelle, et notamment des jeunes. Et autour de ces questions-là, on a effectivement travaillé sur des réflexions autour de solutions, donc communication, promotion, évidemment, autour des métiers de la mer, auprès des jeunes le plus tôt possible, le plus rapidement possible dans les cursus,
et surtout de communiquer sur tous les aspects de ces métiers, tant des côtés positifs que des côtés négatifs, pour justement essayer de favoriser des bonnes pratiques d'une part, et d'autre part que les jeunes sachent à quoi s'attendre, tant en termes de conditions d'embarquement, que de roulement de congés, que de situations à bord des navires, etc. etc. Et une solution qui nous a semblé indispensable à travailler en parallèle de la communication, qui est de travailler aussi avec les professionnels, avec les actifs, qui aujourd'hui ne valorisent pas toujours bien leur métier et ne sont pas toujours en capacité d'accueillir correctement justement ces jeunes qui arrivent dans les métiers. Donc un travail vers l'extérieur d'une part et un travail en interne aussi aux filières pour mieux valoriser les métiers, mieux accueillir. D'accord. Merci beaucoup. À vous, hop, tenez, pardon. Donc vous avez travaillé sur le thème favoriser la formation initiale et continue. Voilà, alors juste avant de commencer, je vais rebondir quand même sur un point qui a été évoqué puis qui a fait un peu réagir la salle. C'est celui des conduites addictives à bord des navires. Et je crois que là, on tient un petit point qui est un peu emblématique. Parce que on n'est pas le seul secteur d'activité dans lequel il y a des problématiques de conduite addictive. Peut-être même plutôt moins. Parce que chez nous, les marins, ils sont suivis par les médecins des gens de mer. Il y a des contrôles. Mais dans l'image qui est faite, il suffit que parfois il y ait un cas qui soit mentionné. Et effectivement, l'effet sur les parents d'élèves potentiels est dévastateur. Donc communiquer sur le sujet, c'est bien, mais il faut surtout communiquer sur le sujet pour dire qu'il faut sortir peut-être un peu des mythes en la matière, avoir une communication résolument positive, parce que je pense sincèrement que le secteur maritime fait bien mieux en la matière que d'autres secteurs terrestres dont on parle probablement moins. Voilà, la parenthèse. Oui. Mais c'était intéressant, hein, les côtés positifs étaient, à mon avis, à vraiment mettre en valeur. Hein. Alors, je reviens sur la partie plus formation très rapidement, je vais être bref. Il y a un chapeau général que l'on peut mettre, c'est que la formation, qu'elle soit initiale ou continue, est là pour répondre aux besoins des professionnels. Ça a été un peu le fil conducteur. Alors, en 3 items, le premier, c'est que les titres et prérogatives doivent répondre aux besoins des professionnels. Alors, si on dit les titres et prérogatives, de quoi s'agit-il? Par exemple, on a des titres en machine, des seuils, mécanicien 250 kW, mécanicien 750 kW, mécanicien avec des référentiels derrière avec plein de choses. À quoi correspondent ces seuils? Est-ce qu'ils ont une réalité physique ou est-ce que c'est des seuils qui sont administratifs? Et beaucoup, on se dit que si ça se fait, peut-être qu'en mettant un seuil intermédiaire, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir une formation aussi lourde que la formation de 750 kW, et ça permettrait de répondre aux besoins des professionnels. Deuxième point qui a été abordé, c'est que les référentiels également doivent être validés par les professionnels. Alors, lorsque l'on dit ça, c'est sous-entendu, c'est que actuellement la situation n'est pas jugée satisfaisante. C'est-à-dire qu'actuellement, les titres et prérogatives sont censés ne répondent pas suffisamment aux besoins, et que les référentiels tels qu'ils sont rédigés ne répondent pas non plus suffisamment aux besoins. Et donc, il faudrait que les référentiels puissent être validés, et que les professionnels en activité ou ayant cessé leur activité depuis peu puissent y être plus largement associés. Et puis enfin, il y a un point quand même majeur, hein, c'est les financements. Il faut que les financements soient adaptés à la formation et aux besoins des professionnels. Alors les financements, qu'est-ce que ça couvre? Ça couvre les organismes de formation. On a dit il nous faut des formateurs qui soient compétents. Les formateurs qui sont compétents, à un moment ou à un autre, il faut les payer. Il faut des écoles qui soient bien équipées. Eh bien, les équipements, ça coûte. Lorsqu'on a en formation continue des gens qui sont en activité, qui veulent venir en formation continue, eh bien, c'est toujours problématique parce qu'il y a le coût pédagogique de la formation et il faut également qu'il y ait une compensation de la perte salariale. Donc ça, c'est le financement de la formation continue. Ça coûte également. Et à l'évidence, actuellement, les financements qui sont dédiés à la formation ne sont pas jugés suffisants. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la solution? D'où viennent ces financements? Ces financements, ils viennent de la puissance publique, d'une part de l'État, d'autre part des collectivités territoriales. Donc c'est que quelque part, les professions, puisqu'on a parlé aussi bien des marailleurs que des cultures marines, que de la pêche, n'arrivent pas à se faire entendre suffisamment des financeurs publics pour obtenir un financement correct de la formation au sens large. Alors peut-être que l'AGLIA, par ses actes, ce colloque pourra y participer. J'en suis sûre. On est là pour ça. Vous aviez quelque chose à dire, peut-être, Fanny? Oui, je voulais simplement réagir. C'est une réaction, témoignage, parce que le directeur de l'école des pêches de l'Île-Dieu n'est pas là et je pense qu'il aurait réagi.
est parti. Et sur cette histoire de 250, 750 kW, là, le mécanicien, on a eu un débat, nous, en région, parce qu'effectivement, les professionnels demandaient à ce qu'il y ait un niveau intermédiaire, considérant que ce niveau intermédiaire permettrait de garder les mécaniciens sur les bateaux de pêche et d'éviter qu'ils s'échappent au commerce. Et après débat avec les écoles des pêches, eux nous ont expliqué qu'ils considéraient aussi que c'était très intéressant d'avoir ce 750 et finalement de favoriser les passerelles entre les métiers de la mer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément communément admis aujourd'hui dans nos filières, mais que ces passerelles, elles étaient attractives aussi pour les jeunes et qu'elles avaient du sens aujourd'hui par rapport aux enjeux de société et aux attentes des jeunes. Donc voilà, c'était juste pour alimenter un peu le débat. D'accord. Eh bien, merci. Merci pour toutes ces solutions. Adeline, vous restez ici.